Direction l'Ardèche, sous le feu des projecteurs aujourd'hui. En avant-première, Frédéric Yop vous emmène dans l'espace de restitution de la grotte Chauvet, page spéciale. Bonsoir Frédéric, vous vous trouvez devant le célèbre panneau des lions. Oui, bonsoir Soria. Effectivement, l'espace de restitution, globalement, il est encore en chantier. Et là, le chantier, il est déserté. Je suis quasiment seul avec mes invités. Et je peux vous dire que je suis devant cette fresque des lions. Et c'est très impressionnant et surtout aussi très exceptionnel. Alors, mes deux invités ce soir ont travaillé sur cette fresque. Et ils ont particulièrement insisté, puisque c'est leur rôle, sur, on va dire, la réalité scientifique de ce fac-similé. Donc, à mes côtés, Jean-Michel Geneste. Bonsoir, vous êtes préhistorien. Et à côté de Monsieur Geneste, il y a Jean-Jacques Delannoy qui lui est géomorphologue. Okay. Géomorphologue, c'est-à-dire que vous avez travaillé sur la morphologie de la grotte. Sur les formes de la grotte, ouais. Première question, on n'est pas vraiment dans une réplique tout à fait exacte de la grotte originale. Effectivement, la grotte originale, c'est une très grande grotte, ça fait plus de 9000 mètres carrés. Et ici, en fait, il y a environ 3000 mètres carrés qui ont été restitués. Mais ce qui est important de dire, c'est que l'esprit de la grotte, il est dans cette restitution. La respiration, la géométrie, la géographie de la grotte Chauvet, elle est là. Et c'est ça qui est important. Et la même chose pour Monsieur Geneste, la fresque derrière, c'est pas quelque chose qui a été refait millimètre par millimètre. Hein. On n'est pas à ce niveau-là. C'est pas la précision d'une machine, effectivement. Mais par contre, c'est de l'archéologie expérimentale. C'est un scientifique qui a relevé les manches, qui a pris les mêmes pigments, le même rouge, et qui a fait les mêmes dessins. Et à ce titre-là, c'est authentique. Et c'est cet esprit d'authenticité, d'ambiance qui a prévalu dans cet espace-là, la même morphologie, la même roche, et le résultat est le même que dans la grotte. C'était ça l'objectif qui était fixé. C'était de faire une œuvre d'artiste par un artiste contemporain. Qui a repris les mêmes gestes que les hommes préhistoriques il y a 36 000 ans. Tout, fait quelque chose qui est extrêmement précis. Alors justement, on comprend bien, ce n'est pas une copie, c'est surtout une restitution de l'esprit. Et c'est précisément ce que va vous expliquer en détail Bérengère Bourgeot et Nicolas Ferraud dans ce reportage. Regardez. Voici les félins de la grotte Chauvet, une meute prête à bondir sur sa proie. Les lions chassent le bison. Cette paroi est de loin la plus spectaculaire des grottes ornées du monde. Il s'en dégage une puissance, une émotion telle que le travail des artistes a surtout été de reproduire l'esprit du trait. Je suis resté attaché à la reproduction fidèle, c'est évident, mais ça c'était une condition, on va dire, tout à fait compréhensible et normale. Mais ensuite, à l'intérieur de ce cadre, j'ai essayé effectivement, par exemple, de me pousser à travailler vite comme eux ont travaillé. Au lieu de décomposer le trait, si vous voulez, en multiples unités, pour rester le plus fidèle au tracé original, c'était effectivement de reproduire la courbe plutôt dans son intention que dans sa réalité millimétrique. Pas question donc de faire de la caverne une photocopie de la grotte, même si ces panneaux sont des représentations les plus fidèles de la vraie cavité. On avait à recréer aussi tous les éléments géologiques et tous les événements qui ont marqué la paroi. Par exemple, avec le passage des ours qui a poli tout le bas des parois. Et ensuite, toutes les terres qui sont tombées, enfin, il faut que ce soit crédible. Pour preuve, s'il en fallait une, de l'intérêt que suscite la grotte Chauvet, la masse des journalistes venus en nombre du monde entier se faire une idée de sa réplique. J'avais peur que ça serait une Disneyland peut-être, mais c'est vraiment bien fait. Et j'ai jamais vu la caverne authentique, mais j'imagine qu'on a utilisé beaucoup de caution et des détails. Cette scène n'est pas un simple dessin, c'est un travail artistique déjà très abouti et pour les Aurignaciens, une manière de communiquer leur mythe et leur savoir. Alors, Bérengère Bourgeot, elle l'a dit dans ce reportage, ce qui se trouve derrière nous, c'est plus qu'un simple dessin, hein, Monsieur Geneste. Ah oui, on est dans une grotte qui a commencé il y a 350 mètres. Il y a eu d'autres panneaux qui ont précédé et il y a eu, dans la mise en scène de l'époque, il y a eu une préparation, il y a eu un cheminement. On est là dans l'aboutissement d'une œuvre qui est toute la grotte ornée. C'est un des panneaux les plus complexes, il est tout à fait au fond. Une douzaine de mètres hein, ici aujourd'hui. Ah oui, oui, tout à fait. Donc il y a eu d'autres panneaux complexes et celui-ci c'est le plus accompli, qui a le plus d'animaux qui les composent, qui est dans un dispositif qui a été choisi, c'est-à-dire que la morphologie de la salle, vous voyez ces reliefs
sur lesquels sont mis ces animaux, ils ne sont pas au hasard. Si la paroi a la forme d'un accordéon déplié, sur chaque pli de l'accordéon, il y a un type d'animal. Vous avez ici des lions, juste après vous avez les rhinocéros. Donc vous avez une composition, une scénarisation d'un ensemble de représentations qui sont des animaux choisis dans le monde, qui sont donc des symboles, qui ne sont pas simplement la représentation de ce qu'ils avaient autour et qui exprimaient une partie des valeurs de ce groupe, certainement à transmettre dans une population, il ne faut pas l'oublier, qui était essentiellement de tradition orale, où tout se disait et se transmettait de manière orale, et l'éducation des jeunes, la transmission des éléments forts, le marquage de la société, même les pratiques sociales se faisaient uniquement dans la parole, et vraisemblablement ce milieu souterrain, à l'époque, qui a été choisi, distinct du monde, plus tranquille, plus isolé, comme un peu dans une salle de cinéma où on transmet, où on regarde et où on se concentre. C'est ça, la dernière salle de la grotte Chauvet. La première, vous avez dit ce matin, la première expression culturelle il y a 36 000 ans. Oui, la première inscription sur une paroi. Je vais me tourner vers monsieur Delanoire parce qu'on va parler aussi de la géologie aussi de la grotte parce que ça a son importance. Ce n'est pas que pour l'aspect, il y a un côté recherche, il y a au côté aussi, vous avez voulu rendre la richesse globale de la vraie grotte. Oui, parce qu'en fait, la grotte Chauvet, c'est aussi une symbiose entre l'homme de la préhistoire et la grotte. Et la grotte, il y a des tas de morphologies, de formes différentes, mais aussi il y a beaucoup de textures du rocher qui est différent. À certains endroits, le rocher est très sec, d'autres endroits, le rocher est un peu humide. À certains endroits, il y a même un film argileux sur la paroi. Et l'homme de la préhistoire, l'artiste, quand ils ont fait posé ces œuvres-là, il y a eu des choix qui ont été faits. Ils n'ont pas choisi les roches au hasard. Voilà. En fonction du type de rocher, il y a les gestes sont différents, les outils sont différents, la manière d'exprimer les choses sont différentes. Et ça aussi, vous avez veillé à le reconstituer avec les gens qui travaillent sur la morphologie des roches. C'est effectivement essentiel parce que je veux dire, s'il y a eu des choix qui ont été faits il y a 36 000 ans, ces choix-là, il faut qu'on les respecte. Parce que c'est aussi une manière de raconter les œuvres, c'est aussi une manière de raconter les gens qui ont fait ça, parce que la grotte, finalement, il la connaissait de manière très, très intime. C'est à cet endroit qu'ils l'ont posé, c'est à notre endroit qu'ils l'ont posé. Très bien. Cette réplique, on sait qu'elle va être ouverte au public le 25 avril prochain. Au-delà de cela, c'est l'anniversaire demain de sa découverte, il y a 20 ans. Alors au-delà de l'actuelle polémique, on sait qu'on ne sait toujours pas qui est les véritables découvreurs ou pas. On sait que c'est le ministère de la Culture qui devra trancher. L'annonce de cette découverte, il y a 20 ans, a créé un véritable boom chez les gens de Vallon-Pont d'Arc. Et il y en a 3 en particulier qui se rappellent de ce jour-là. Et Bérengère Bourgeault et Nicolas Ferraud les ont rencontrés. Vous allez voir, ils s'en souviennent encore de ce jour-là comme si c'était hier. Nous sommes en janvier 1995, 3 semaines après la découverte, qui n'est encore qu'un secret d'État. Le maire de Vallon-Pont d'Arc de l'époque est le premier élu mis dans la confidence par le préfet. Il s'est mis à me dire vous allez être le maire du village le plus célèbre dont on va parler. Qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, on a fait telle et telle découverte. Il était tellement heureux, ce préfet, j'avais l'impression qu'il sautait sur sa chaise. Le maire m'a téléphoné, Jean-Pierre, en me disant ce soir, tu regarderas la télévision parce qu'il va se passer un événement assez considérable pour la commune. Mais je ne peux rien te dire. Il va y avoir une conférence de presse à Paris, rue de Valois, au ministère de la Culture, et vous y serez invité dans les jours qui viennent. Mais en attendant, je vous demande de ne rien dire. Le 18 janvier, rue de Valois, Jacques Toubon, ministre de la Culture du gouvernement Balladur, annonce officiellement la nouvelle. Ah, ben il y avait le haut-parleur qui passait dans toutes les rues, comme d'habitude pour annoncer quelque chose, quoi. Oui. Tout le monde était heureux, tout le monde a mis sa télévision, tout le monde a... C'est sûr. Pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire, de ce qui se passait, quoi. Un choc. Vraiment, pour moi, ça a été un choc. Une grotte vient d'être découverte et elle est plus ancienne que la grotte de Lascaux. Ça remettait en cause toute la conception de l'art dans le monde, quoi. On connaissait Lascaux, Altamira, d'autres grottes. Donc j'ai dit on va faire partie des grandes de ce monde, quoi. Tout ce que je voyais à travers ça, c'était
ce que ça entraînerait comme développement économique à Vallon, ce qui ferait du bien à Vallon, voilà. En quelques heures, la grotte Chauvet fait de ce petit village ardéchois le centre du monde. C'est dans les jours qui ont suivi que j'ai ressenti et compris vraiment la dimension que ça allait prendre quand on a eu affaire à toutes les télévisions, à toutes les journalistes qui sans arrêt étaient là pour venir poser des questions, pour interviewer, etc. C'est vrai que ça a été un événement, oui, majeur. Oui. La Coupe du Monde, c'est rien à côté. Les gens étaient très excités, ils voulaient savoir, et cette grotte, et où elle est, et tout le monde voulait aller au Pont d'Arc. On avait dit que c'était vers le Pont d'Arc, et dès que j'allais faire les courses, là, tout le monde ne parlait que de cette grotte, là, tout le monde, on parlait que de ça. Hein. Donc c'est vraiment un événement. Il y a eu avant la découverte et après. L'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr, parce que les choses intéressantes ont commencé pour nous après. Hein. Et après, c'est effectivement une autre histoire, celle de la construction de la réplique de la grotte Chauvet. Voilà, donc l'émotion sera pleine et entière à partir du 25 avril pour le public, puisque cet espace sera ouvert à partir de cette date-là. Merci beaucoup, monsieur Jeunesse, merci beaucoup, monsieur Delannoy, d'avoir répondu à nos questions. Et je repasse tout de suite l'antenne à Soria Khaldoun dans nos studios lyonnais. Merci Frédéric et merci Alain Jourdan à vos côtés pour la réalisation de ce direct. À suivre.